Madame la ministre Thérèse Wagner, vous êtes la ministre des Affaires étrangères de la RDC. Merci pour le temps que vous nous accordez ce soir. Merci pour votre intérêt. Alors, pouvez-vous confirmer à nos téléspectateurs, Madame la ministre, si les rebelles du M23 ont pris le contrôle total de Goma? Avez-vous une estimation aussi, pour ajouter juste à cette question-là, de nombre de morts? Alors, je voudrais tout d'abord préciser une chose. Quand nous parlons de la situation qui prévaut dans la ville de Goma, chef-lieu du territoire du Nord Kivu, il ne s'agit pas d'une présence des rebelles du M23, il s'agit d'une occupation des forces armées rwandaises sur un territoire souverain de la République démocratique du Congo. Et en effet, nous avons constaté ces derniers jours que cette emprise s'était confirmée sur une large partie de la ville de Goma. En ce qui concerne le nombre de morts que nous déplorons, vous allez comprendre qu'avec la volatilité du contexte, il a été très difficile de chiffrer cela. Nous sommes dans le regret de constater quand même que nous parlons, quand il s'agit des morts, de milliers de morts. Certes, l'accès à la presse, l'accès aussi aux autorités a été justement limité et mis à l'épreuve parce qu'on se retrouvait dans un contexte de combat actif dans beaucoup de zones et de combat dans un contexte urbain, ce qui a rendu le travail extrêmement difficile, aussi aux humanitaires, aussi aux soldats de la paix, et donc qui veut dire que maintenant nous sommes peut-être dans un contexte qui va peut-être nous permettre de mieux constater le dégât quand même effroyable de cette attaque du Rwanda sur la République démocratique du Congo et sur les populations civiles congolaises et les casques bleus des Nations Unies et les soldats de la paix de la SADC. Et donc jusque-là, on n'a pas un certain nombre total de morts? Nous espérons justement avoir une meilleure visibilité. Vous comprenez qu'il est très difficile aussi d'établir cela quand le contexte qui prévaut est aussi dominé justement par la présence du M23 et des RDF qui essayent justement de se positionner comme une force qui n'aurait pas causé de dégâts. Donc c'est un peu la situation complexe à laquelle nous faisons face. Nous sommes conscients du fait qu'il y a des efforts consentis par les forces armées rwandaises et par le M23 de masquer et de cacher l'envergure de la brutalité avec laquelle ils ont assiégé la ville de Goma. Alors vous parlez d'une situation difficile. Votre gouvernement considère-t-il cela comme un échec, je dirais, dans la défense d'une ville majeure? Comment expliquez-vous ce revers, Madame la Ministre? Comment cela, beaucoup se posent la question, comment cela a pu arriver, quoi? C'est une situation évidemment que nous déplorons, qui nous révolte aussi énormément. Ce qui est important quand même est de reconnaître que depuis 3 ans, la République démocratique du Congo tire la sonnette d'alarme par rapport au M23 et à la présence des forces armées rwandaises. Nous ne devons pas sous-estimer qu'il y a eu un effort conséquent des forces armées rwandaises d'équiper le M23 et d'équiper ses propres troupes avec un arsenal militaire jamais vu jusqu'à présent dans la région des Grands Lacs. Je me souviendrai aussi du fait que même les Nations Unies, avec une mission de maintien de la paix très forte, une des plus grandes en République, une des plus grandes sur le continent africain, a elle-même parlé du fait que l'armement, que les armes qui étaient utilisées par les forces armées rwandaises et par le M23 allaient bien au-delà de leurs propres capacités. Je ne veux pas aussi passer sous silence le fait que depuis quasiment plusieurs mois, le Rwanda a utilisé une technologie de brouillage de systèmes GPS qui ont rendu la navigation de l'espace aérien dans le Nord Kivu extrêmement difficile, ce qui voudrait dire que tout ce qui s'apparentait à des efforts de ravitaillement militaire, mais aussi des ravitaillements humanitaires et de l'aviation civile ont été complètement compromis dans une violation flagrante du cessez-le-feu, dans une violation flagrante de la Convention de Chicago. Et nous avons toujours fustigé et dénoncé justement cette
course, si vous voulez, à l'armement que le Rwanda a menée pour justement imposer de manière extrêmement brutale sa présence et saper tous les efforts qui ont été consentis par toutes les parties prenantes de trouver une solution politique à cette situation. Nous avons vu, hein, Madame la Ministre, le dernier discours du président Tshisekedi. Y a-t-il une stratégie pour reprendre ce territoire ? Évidemment, nous n'allons jamais accepter qu'il y ait des usurpateurs qui essayent d'implanter leur présence. Et donc, nous n'allons jamais accepter justement une cohabitation, si vous voulez. Tout d'abord, une cohabitation avec le Rwanda sur notre territoire souverain. Cela était inacceptable. C'est une violation, comme je le dis toujours, du droit international, de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale. Donc, la République démocratique du Congo ne conçoit pas du tout rester dans une situation dans laquelle la présence des forces armées rwandaises et de leur supplétif du M23 fasse partie d'une normalité quelconque. De nombreuses inquiétudes aussi circulent selon lesquelles l'armée congolaise manquerait de soutien de la part du gouvernement avec des salaires bas et une faible motivation affectant sa capacité même à combattre le M23. Que répondez-vous à ces allégations, Madame la Ministre ? Alors, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, depuis son accession au pouvoir, consenti beaucoup d'efforts pour améliorer la situation de nos soldats. Nous sommes conscients du fait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes aussi conscients que nous venons de très loin. Les régimes précédents ont investi des efforts stratégiques, si vous voulez, à démembrer et à fragiliser l'armée même. Et donc, nous devons être conscients du fait que c'est un travail un travail dans lequel nous devons rebâtir notre armée. Cela est extrêmement difficile quand nous faisons face à ce genre d'assaut et à ce genre d'attaque. Les efforts que nous avons consentis et que nous avons menés dès le début du premier mandat du président de la République et qui continuent dans ce deuxième mandat vont continuer pour justement que nous soyons mieux outillés à faire face à ces défis. Je comprends entièrement la frustration et la préoccupation de beaucoup de nos concitoyens, mais je voudrais vous rassurer justement que ces efforts vont continuer et que nous tirons aussi les leçons nécessaires des échecs et des difficultés auxquelles nous faisons face sur le terrain pour voir comment mieux outiller nos forces armées, mieux les accompagner et défendre avec encore plus d'efficacité notre territoire souverain. Alors, Madame la Ministre, on parle des Roumains. Votre gouvernement a-t-il engagé des mercenaires pour renforcer ses efforts de contrôle de cette région ? Il s'agissait plutôt d'un effort, justement, de renforcer les capacités de nos forces armées à travers des formateurs qui ont été recrutés à l'extérieur du pays. Donc, ces efforts-là étaient plutôt consentis dans une logique de renforcer les capacités des forces armées de la République démocratique du Congo. Okay. Parlons un peu dernièrement, on a vu que le président Tshisekedi a refusé de rencontrer les dirigeants régionaux pour négocier une solution au conflit. Pourquoi ? Alors, je voudrais clarifier une chose. Quand on parle d'initiative régionale, je voudrais rappeler qu'il y a une initiative régionale qui a été mandatée par l'Union africaine, l'organisation continentale, qui nous réunit tous, pays de l'Afrique, et c'est le processus de Luanda. Le processus de Luanda est le seul et l'unique cadre à travers lequel cette solution, cette résolution du conflit tant espérée par une voie politique, c'est le seul cadre justement dans lequel ces discussions-là devraient avoir lieu. Donc nous avons réitéré le fait que nous attendons le Rwanda dans le processus de Luanda, le processus auquel lui, il a adhéré aussi, mais duquel il s'est séparé très récemment et auquel il n'a pas participé, par exemple, au sommet du 15 décembre. Je voudrais rappeler aussi que le Conseil de sécurité, tous les membres du Conseil de sécurité, de manière unanime, et vous savez que ces jours-ci, ce n'est pas toujours évident d'obtenir une unanimité au sein du Conseil de sécurité, mais tous les membres étaient très clairs là-dessus. Les parties prenantes doivent retourner à la table de négociation dans le cadre du processus de Luanda. Et donc, c'est la position de la République démocratique du Congo. Nous avons entière confiance au facilitateur João Lourenço, président de l'Angola,
Et nous insistons à ce que les assises du processus de Luanda reprennent dans les plus brefs délais. Nous sommes perplexes par rapport au fait que le Rwanda ait choisi justement de saper ses efforts. Nous avons aussi pris note du fait que le président rwandais aurait sollicité une médiation du président de la Turquie, le président Erdogan. Nous sommes perplexes parce que nous sommes convaincus qu'en tant qu'Africains qui se respectent, nous voulons quand même privilégier nos propres efforts. Donc c'était assez surprenant de voir le président Kagame solliciter une implication d'une partie tierce qui n'a pas participé à ces efforts et qui n'est pas du continent. Donc nous réitérons, le processus de Luanda est le cadre, l'unique cadre à travers lequel nous allons continuer les efforts pour trouver une résolution politique à ce conflit. À ce conflit. Pensez-vous, Madame la Ministre, que vous avez été, enfin d'une certaine manière, abandonné par vos alliés régionaux et internationaux? Quel rôle devrait-il, et je parle de ses alliés, devrait-il jouer dans la résolution de cette crise, d'après vous? Bien au contraire, nous ne sommes pas du tout abandonnés, nous ne sommes pas du tout isolés. Si une partie est isolée, c'est le Rwanda. Encore une fois, je me réfère aux 2 réunions d'urgence du Conseil de sécurité, dans lequel, quand même, à travers lesquelles quand même, il était assez visible à quel point le Rwanda était seul et isolé. Tous les membres du Conseil de sécurité ont fustigé la violation flagrante du droit international par le Rwanda. Je voudrais aussi vous rappeler que pendant la dernière réunion du Conseil de sécurité, le mardi, nous avons eu 6 pays qui ne sont pas directement impliqués dans le conflit, qui ont saisi la parole, qui ne sont pas membres du Conseil de sécurité. Nous avons l'Uruguay, le Guatemala, l'Afrique du Sud, le Burundi, le Sénégal, tous ces pays qui se sont mobilisés pour prendre la parole pendant les délibérations du Conseil de sécurité. Je pense que ce que nous voyons maintenant, c'est que de plus en plus de pays au monde, pas seulement en Afrique, sont scandalisés par l'attitude du Rwanda, l'attitude déstabilisatrice du Rwanda, qui semble avoir l'intention maléfique de vouloir remettre l'Afrique dans les années sombres des années 90 où le pouvoir s'arrachait avec des armes. La République démocratique du Congo a tourné cette page, même si le Rwanda est encore dans un état d'esprit qui considère ce genre d'options. Nous ne les considérons pas. Nous sommes un pays qui a fait le choix de la démocratie, nous sommes un pays qui a fait le choix de l'alternance politique. Le Rwanda n'a aucune leçon à nous donner et surtout pas en essayant d'imposer sa volonté sur un pays souverain avec des armes. Donc ce que nous voyons plutôt, ce n'est pas un isolement de la République démocratique du Congo. Le monde s'insurge, le monde pose des questions sur comment est-ce que le Rwanda ait pu avancer si longtemps et comment est-ce que le monde a permis que le président Kagame se radicalise pendant tant de décennies. Et nous avons la réponse très claire à cela. Le président Kagame s'est radicalisé parce qu'il a été incontrôlé et il n'a pas été tenu redevable par tous ses partenaires et par tous ses bailleurs pendant tant d'années. Et donc nous nous retrouvons maintenant dans une situation où un chef de l'État semble incontrôlé et obsédé par l'intention de vouloir déstabiliser un pays voisin et contribuer au changement inconstitutionnel d'un régime légitime. Ceci est inacceptable et nous refusons qu'en 2025, l'Afrique que nous voulons avoir, l'Afrique que nous aspirons, qu'elle soit une Afrique du développement, de la prospérité et de l'avenir et de l'espoir pour toutes les générations qui suivront. Nous refusons catégoriquement que ce narratif soit imposé sur notre continent et sur notre pays. Madame la Ministre, quel est votre message aux milliers de civils congolais maintenant sous contrôle rebelle, en majorité en tout cas? Comment allez-vous aider la population qui a déjà fui la ville? Est-ce qu'il y a une certaine... il y a des suivis sur ça, c'est ceux qui sont partis, ceux qui ne sont plus dans le territoire? Alors mon message tout d'abord, c'est qu'ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas abandonnés, ils sont la raison pour laquelle chaque matin, tout le monde se lève à Kinshasa, tout le monde se lève à la diaspora. Mon message, c'est que nous sommes de tout cœur avec nos compatriotes à l'est de la République démocratique du Congo, en particulier au Nord Kivu. Mon message est que les efforts que nous fournissons se font sur plusieurs fronts.
Je suis à la tête du front diplomatique et nous menons des efforts inlassables. Nous allons tenir toutes les parties prenantes redevables. Nous allons nous assurer qu'il y a une pleine transparence sur ceux qui ont parlé et ceux qui n'ont pas parlé. Nous allons rappeler toutes les organisations de leurs aspirations, de leurs principes et de leurs obligations. Et justement, tenir toutes les parties prenantes redevables pour le fait qu'ils aient laissé la situation se détériorer d'une telle manière pendant les dernières années, mais aussi les rappeler qu'ils ont une responsabilité et une opportunité de passer à l'action. De passer à l'action. Ma dernière question, Madame la Ministre, votre gouvernement a accusé à plusieurs reprises, on va vous entendre même parler aussi ce soir, le Rwanda de soutenir le M23, tandis que le président Paul Kagame nie toute implication, il continue à nier d'ailleurs. Quelles preuves concrètes avez-vous pour étayer vos accusations? Alors encore une fois, cela montre justement le fait que le Rwanda est isolé. Aujourd'hui, il n'y a que le Rwanda qui prétend ne pas être présent en République démocratique du Congo. Il y a 2 jours, au Conseil de sécurité, 15 membres du Conseil de sécurité ont dénoncé la présence du Rwanda. Il y a quelques semaines, le groupe d'experts des Nations Unies a publié un rapport accablant qui parle de plus de 4000 troupes rwandaises sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Des troupes qui tuent, des troupes qui pillent nos ressources naturelles, parce que ce même rapport parle de 150 tonnes de coltan exploitées et transférées vers le Rwanda de la République démocratique du Congo par les forces armées rwandaises et exportées sur les marchés internationaux sous l'étiquette du Rwanda. Donc, vous voyez qu'il y a des preuves accablantes. Même la presse qui est sur place à Goma peut vous dire et vous dit clairement qu'il y a des forces armées rwandaises présentes. Donc, nous voyons aussi que le Rwanda, encore une fois, dans son narratif illusoire, est complètement isolé. Le monde est conscient du fait qu'il s'agit maintenant d'un conflit armé entre 2 États et pas d'un conflit armé interne. Et c'est pour cela que notre plaidoyer pousse justement pour que les uns et les autres prennent leurs responsabilités, pour que ceux qui ont permis au président Kagame d'en arriver si loin le tiennent redevable, en coupant par exemple leur aide au Rwanda, en imposant des sanctions sur des individus qui, eux, directement font partie de la chaîne de commandement, et en suspendant ou en révoquant au Rwanda le statut de pays contributeur de troupes de maintien de la paix pour les missions et les opérations de paix des Nations Unies. Il est extrêmement important de souligner qu'en moins de 5 jours, les forces armées rwandaises présentes sur le territoire de la République démocratique du Congo ont tué 17 soldats de la paix, 17. Un Uruguayen, un Malawite et 15 Sud-Africains. Le Rwanda est un des pays les plus grands contributeurs de troupes de maintien de la paix. Et donc nous sommes dans un contexte aussi où même cela doit être révoqué comme statut. Il est inacceptable qu'un pays qui contribue aux missions de maintien de la paix soit en même temps la cause de la mort de soldats de la paix. Excellence Thérèse Wagner, je rappelle que vous êtes ministre des Affaires étrangères de la RDC. Encore une fois, merci pour le temps que vous avez accordé. Merci.